Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Douglas Biandou, spécialiste en formation informatique, ainsi que nos éditorialistes Nadia Lamarbi et Jean-François Akanji Kombe. Place au dossier du jour. Au Cameroun, le boom des technologies de l'information et de la communication a apporté son lot d'innovations. De nombreuses entreprises font leur apparition dans le paysage économique national. Elles sont présentes dans les secteurs du commerce, de la création d'applications pour smartphones ou encore du recrutement. Ces structures, ce sont des start-up. Un reportage de Narcisse Doumbé, notre correspondant au Cameroun. Le développement des TIC, technologies de l'information et de la communication, est une véritable aubaine pour les pays africains. Le taux de pénétration d'Internet en Afrique oscille entre 16 et 20%. Selon les experts, ce chiffre devrait s'accroître rapidement et avoisiner 46% en 2016 grâce à l'essor des solutions mobiles 3G et 4G. Au Cameroun, comme partout ailleurs sur le continent, Internet n'est plus un simple outil de recherche d'informations ou de distraction, mais de plus en plus une plateforme de création d'entreprises. Depuis 2010, certains jeunes inspirés par le modèle américain créent timidement sur la toile de nombreuses entreprises, encore appelées start-up. Donc, ils fonctionnent un peu en freelance. Or, quand on dit start-up, on voit une entreprise qui démarre, mais qui, en même temps, embauche un petit personnel. Ce sont des entreprises, le plus souvent, qui, si vous voulez, sont appelées à évoluer et à créer vraiment de la croissance. Vous comprenez? Mais ici au Cameroun, jusqu'à présent, on n'en voit pas encore qui se lancent dans le cadre de la vraie entreprise. Venus d'horizons divers avec des profils variés, la recherche d'innovation semble être au centre des motivations de la plupart des promoteurs de ces start-up camerounaises. La difficulté que les uns et les autres ont à concilier la vie privée et la vie professionnelle, et les entreprises d'une part qui ont des difficultés également à pouvoir se concentrer dans leur cœur de métier, a fait naître en moi cette envie. Et la question qu'on s'est posée tout de suite, c'était comment le faire sans être rebarbatif, sans venir dire des choses que des gens ont déjà entendues. Donc les TIC étaient une porte royale pour pouvoir mettre en place ce concept. Les activités de ces entreprises qui se développent sur la toile vont du e-commerce au marketing digital, en passant par le placement du personnel et les technologies de pointe. Installée à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun depuis quelques mois, MG Soft conçoit et met à la disposition du public des applications pour smartphones avec des contenus exclusivement camerounais. 20 logiciels environ ont été développés depuis le lancement des activités de l'entreprise. On peut citer entre autres la constitution du pays, les restaurants et les sites touristiques et une application pour aider les citoyens à mieux gérer les catastrophes naturelles. Ces applications mobiles qui peuvent fonctionner même si vous n'avez pas Internet. Une fois que vous l'avez téléchargée sur votre smartphone, votre application, elle va fonctionner et aura l'information là-dedans. Et c'est comme je vous le disais, ces applications tournent autour de 1 voire 2, 3 mégas. C'est-à-dire que parfois c'est même le poids d'une chanson. Ce qui veut dire que si vous avez un smartphone qui peut contenir 300 chansons, 500 chansons, vous pouvez également avoir 300, 400, 500 applications mobiles qui viennent de chez nous dans votre smartphone. Dans le domaine de la gestion du recrutement des ressources humaines, un certain nombre de plateformes ont été mises en place grâce au TIC, permettant ainsi d'apporter de multiples innovations. Le blind recruitment, c'est une technique nouvelle de recrutement où on recrute à l'aveugle. On ne veut pas savoir d'où vient la personne, sa tribu, on ne veut pas savoir l'école. Parfois l'école est un biais. Si quelqu'un vient de l'ESSEC ou de l'université catholique, on pense que c'est quelqu'un de bon. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc le blind recruitment est une technique qui permet de recruter sans regarder cela, mais en regardant la compétence de l'homme en situation de travail. Internet est l'outil de travail principal des startups et son taux de pénétration est estimé à environ 20% au Cameroun. Malgré la présence de la fibre optique, la qualité de la connexion reste un véritable souci au quotidien pour ces entreprises. Même les PME, les PMI, ils disent que pourquoi promouvoir, faire la publicité via Internet, et pourtant Internet, tout le monde n'a pas accès à Internet, le débit n'est pas bon, on ne peut pas avoir le réseau, on n'est pas connecté à tout moment.
Donc c'est ça vraiment notre réel souci ici au Cameroun, le débit Internet qui est vraiment compliqué. Donc du coup, quand vous travaillez avec Internet, vous devez avoir au moins 3 opérateurs, 3 ou 4, parfois tous les opérateurs sur place pour vous en sortir. Lorsque un bug, vous utilisez l'autre. Outre les soucis avec la connexion Internet, de nombreux autres freins liés au mécanisme de création d'entreprises et de fiscalité entravent l'épanouissement des start-up au Cameroun. On se retrouve à supplier les employés de la fonction publique qui doivent nous permettre de créer l'emploi et de pouvoir aussi permettre à tous ceux qui sont au chômage de trouver un emploi. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Ce sont les impôts. À peine vous créez une entreprise, il faut payer ça, il faut payer ci. Il y a juste, je crois, la patente qu'on exonère, mais en dehors de la patente, il y a beaucoup de choses que vous payez. Non seulement pour mettre l'entreprise en place, pour avoir l'agrément pour ici, il faut débourser beaucoup d'argent. Et ça, c'est pas évident pour une personne qui veut vraiment apporter un plus dans son pays. On n'a pas encore un cadre légal qui permette à ces entreprises de se frayer un chemin à côté de ces mastodontes qu'on a déjà sur le terrain. Donc on est obligé parfois de se faire tenir la main par une multinationale, par ses relations pour pouvoir trouver son chemin. Quant à l'épineux problème de recherche de financement commun à toutes les petites et moyennes entreprises, les observateurs du paysage économique camerounais aimeraient voir les pouvoirs publics impliquer davantage le secteur privé. Il n'y a que l'État pour lever les fonds. Même les communautés telles que la communauté urbaine n'ont pas le droit de lever les fonds. C'est une aberration. Vous allez dans d'autres économies, vous trouverez que ce sont les privés qui lèvent les fonds, justement pour financer ces start-up. C'est comme ça que ça a démarré aux États-Unis. Ces jeunes devraient donc pouvoir avoir la possibilité de lever des fonds auprès d'un organisme privé et qui leur permettent donc d'aller de l'avant. Conscients du potentiel de leur structure et de leur poids économique dans le futur, les promoteurs des start-up au Cameroun rêvent d'un avenir meilleur. J'aime beaucoup les discours que j'entends depuis par rapport à l'émergence 2035. Et l'attente, c'est que tous ces discours-là soient réellement mis. Je veux dire, si on peut les mettre en pratique à 60%, ce serait une bonne chose. Que les jeunes qui sont à l'étranger, qui savent comment ces choses fonctionnent là-bas, aient pour ambition de revenir. Et j'invite les pouvoirs publics à mettre en place une stratégie pour que les jeunes reviennent. Parce qu'on le voit en Côte d'Ivoire avec le président Ouattara qui a mis en place une stratégie claire d'aller chercher les jeunes. Presque tout le monde a un téléphone, un smartphone. Même si c'est un smartphone d'entrée de gamme, la plupart des Camerounais, même des jeunes, ils ont des téléphones qui peuvent aller sur Internet. Donc je crois que quand il y aura la 3G, ça sera plus facile pour nous de nous épanouir dans notre activité. Et quand on pourra vulgariser les paiements en ligne aussi, ça sera davantage épanouissant comme activité pour nous. Mais je reste optimiste à 100%. Au Cameroun, depuis 2010, de nombreuses start-up se créent et meurent tous les jours, faute de soutien financier et aussi à cause de la pression fiscale. À ce jour, il est difficile de donner leur nombre exact. Mais selon le fichier des impôts, à peine une vingtaine d'entre elles opèrent de manière formelle. Douglas Biandou, quels sont les éléments qui ont retenu votre attention dans ce reportage? Alors moi, j'ai été particulièrement touché par le témoignage de MGsoft. Voilà une entreprise, une start-up, une entreprise qui démarre avec des personnes, des informaticiens qui créent du contenu local, qui créent des applications qui vont sur les téléphones portables. Et on l'a dit, il y a beaucoup de téléphones portables avec type smartphone. Et donc, on a des applications locales. Et moi, ça m'a particulièrement intéressé, puisque c'est aussi un des combats que moi je mène, c'est de pouvoir apporter la connaissance pour que justement des futurs informaticiens puissent créer un maximum et encore plus de contenu local. J'étais très très content de ce témoignage-là. Et vous, Nadia? Moi, j'ai trouvé intéressant les aspects, comment dire, les critiques qu'ils émettent, parce que ça permet toujours de réfléchir un peu à la manière d'améliorer le système. Et on voit bien que, par exemple, lorsqu'ils parlent de la pression fiscale, c'est vrai que ça pose problème. Lorsqu'ils parlent de lever des fonds, en fait, c'est des soucis qu'on retrouve un peu partout, mais là, qui sont pénalisés encore plus, parce que, voilà, si, en effet, des entreprises naissent et meurent aussi rapidement, c'est aussi tout
tout ce potentiel de dynamisme économique qui en même temps meurt avec eux. Donc là, ce type de structure nécessite des aménagements particuliers. En fait, ça nécessite justement peut-être des allégements fiscaux ou des exonérations au début, la possibilité de de passer par des business angels ou faire du crowdfunding pour certaines entreprises, la possibilité justement d'avoir un accès un peu plus large au financement qui soit de type un peu participatif, comme on fait beaucoup dans les startups aujourd'hui. Donc non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir un peu que au fond, ils sont déjà dans le mouvement, parce qu'ils ont les mêmes problèmes que les autres, c'est que vraiment ils sont dedans. Vous voulez réagir ? Oui, effectivement, j'ai un autre point. Je n'étais pas totalement d'accord avec ce que l'économiste a dit, M. Sopo. Parce qu'en fait, d'une part, il parlait du statut, ce sont des personnes qui ne vont pas, etc. Et d'autre part, il parlait du côté, il n'y a pas d'investissement. Moi, j'y crois pas, je ne pense pas. Je pense aujourd'hui, nous sommes dans une économie où, avec des taux de croissance à quasiment 2 chiffres dans certains pays, les investisseurs sont en train d'arriver. Et il suffit simplement à des structures d'être un peu plus visibles et de montrer un modèle économique, donc avec un business plan, avec une structuration, pour que les capitaux arrivent. Aujourd'hui, vous avez des fonds d'investissement qui s'intéressent de plus en plus à des entreprises de petite taille, mais qui ont un fort potentiel. Donc je pense que ce sont des choses qui vont vraiment arriver. C'est là où le bas blesse, c'est dans la possibilité de construire un business plan et d'être visible. On voit bien que c'est là où ils ont besoin d'être accompagnés. Parce que souvent, ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire ces choses-là, et encore moins tous les aspects marketing ou commercialisation, avec cette visibilité dont vous parlez, c'est vrai. Alors, oui. Effectivement, dans le reportage, moi j'ai retenu un mot m'est arrivé, le mot accompagnement. En réalité, ce qui manque à cette énergie-là, ce dynamisme économique et cet esprit d'entreprise, c'est un élément positif qu'on retrouve dans beaucoup de pays africains, et là en particulier au Cameroun, il manque l'accompagnement, à la fois l'accompagnement public et l'accompagnement privé. L'accompagnement public, il ne s'agit pas de demander à ce que l'État ou les collectivités publiques financent ce type d'opération, bien au contraire. En revanche, il appartient à l'État d'accompagner notamment par une politique fiscale adaptée, permettant aux petits qui se créent de pouvoir grandir et de pouvoir se développer, permettant aux investisseurs extérieurs qui viennent investir là d'avoir un environnement acceptable, sain, et qui leur permettent d'investir calmement en espérant des bénéfices. Et puis créer aussi, je crois, l'accompagnement, c'est aussi les infrastructures. J'ai été frappé, mais ça ne m'étonne pas du tout. Ce n'est que le début, donc on n'en voudra pas au fait que les débits ne soient pas toujours ce qu'on voudrait qu'ils soient, mais ça aussi, c'est un chantier qui n'appartient pas seulement à l'État. Le développement des infrastructures, évidemment, il faut que l'État y intervienne, mais en matière de téléphonie, nous savons qu'il y a des opérateurs qui peuvent développer des choses, mais pour qu'ils développent des choses, il faut qu'on leur permette, qu'on leur crée les conditions favorables au Cameroun pour le faire. Alors, je voudrais peut-être apporter un élément de réponse aussi sur des choses qui sont en train de se faire pour justement une Afrique et une jeunesse qui gagnent dans le domaine du numérique. Il existe ce qu'on appelle des espaces de coworking. Il existe des lieux dans différents pays. Je cite l'exemple au Sénégal, Jocolabs, l'exemple au Congo-Brazzaville, donc je connais un peu mieux, Bantu Hub. Ce sont des espaces qui permettent à une personne de ne pas être isolée. Ce qu'on a dit dans le sujet, les personnes sont isolées, ce sont des individus. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'espaces, et c'est d'ailleurs un moyen aussi de créer une entreprise, des espaces de coworking, où effectivement, un jeune qui a une idée va trouver d'autres jeunes qui ont d'autres idées dans des domaines complémentaires, et ça va permettre de créer une émulation, d'organiser une communauté. Et je pense que, et je ne peux qu'inviter tous les jeunes qui veulent faire carrière dans le numérique à se rapprocher, identifier dans leur ville, dans leur pays, les endroits où ils vont trouver des espaces de coworking. On a vu dans ce reportage que les activités liées à la téléphonie, les smartphones fonctionnent très bien. Est-ce que pour vous, c'est l'avenir? C'est dans ce secteur que les jeunes doivent se diriger? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous avez 700 millions de smartphones en Afrique. Dans les 30 ans qui viennent, la population va exploser. Bien entendu, c'est là qu'il faut aller. Il faut que les jeunes prennent leur destin en main. Il faut qu'ils créent eux-mêmes leur propre activité économique. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que nous, dans la structure que j'ai créée, Obgis, nous formons au Congo aujourd'hui et au Sénégal et au Maroc des personnes qui sont déterminées, qui veulent changer leur vie
et qui veulent apprendre, qui veulent avoir les compétences techniques qui leur permettent de créer des applications, par exemple, dans smartphone. Mais si tout le monde se dirige vers le même secteur, comment faire la différence? Alors, vous savez, dans ce secteur-là, c'est un secteur assez pointu, d'accord ? Aujourd'hui, vous avez des personnes qui veulent créer des logiciels, et puis il y a des gens qui font du marketing autour de ce logiciel, et puis il y a des personnes qui vont commercialiser. Je pense que tout le monde n'a pas forcément l'envie de devenir informaticien ou créer des applications. Par contre, et c'est pour ça que j'ai apprécié l'exemple de MGsoft, vous avez là des personnes qui sont déterminées, qui ont un niveau d'études qu'on ne connaît pas, mais qui à un moment donné se sont formées, peut-être auto-formées, grâce au numérique, grâce à Internet, pour acquérir un niveau de compétence qui leur permet de créer des applications qui correspondent à des besoins locaux. Et ça, c'est extraordinaire. Quel est le poids de ces startups en Afrique? On a vu que certains se sont inspirés un peu du modèle américain pour suivre l'exemple. En fait, il y a un gros déséquilibre entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. Les startups, principalement, sont dans les pays comme le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud, des pays qui ont déjà une économie qui leur permet justement, et un système qui leur permet d'être assez souple pour se développer. L'Afrique francophone reste encore en retard par rapport à ces pays-là. Non seulement parce que la structure économique est rigide, mais aussi parce qu'en termes de nouvelles technologies, en termes de télécom, par exemple, Addis Abeba, c'est assez étonnant, Addis Abeba a la 4G. Il y a des villes comme ça où on ne s'attend absolument pas que l'Éthiopie, avec tout ce qu'on entend sur l'Éthiopie et tous les clichés qu'ils peuvent avoir, a déjà la 4G. Ne parlons pas de Lagos où vraiment, là, pour le coup, le numérique est vraiment très développé. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire dans ces domaines-là. Et comment expliquer cette disparité entre Afrique anglophone et francophone? Alors c'est vrai que pour rejoindre un petit peu l'analyse, les chiffres sont édifiants. Hein. Aujourd'hui, si vous regardez l'analyse des 20 startups qui est éditée par Forbes, c'est terrible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que c'est le Cameroun qui sort un peu son épingle du jeu. Effectivement, avec une entreprise qui s'appelle Njorku. Voilà, Njorku aujourd'hui sort du lot, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le Nigeria, c'est l'Afrique du Sud, la Namibie, le Ghana. Ce sont dans ces pays que vous retrouvez effectivement les entreprises à fort potentiel qui réalisent des levées de fonds. Donc moi je pense aujourd'hui que c'est une information que nos dirigeants doivent entendre. Alors j'entends dernièrement au Sénégal le plan Sénégal émergent. Hein. J'entends souvent des chefs d'État qui disent que la jeunesse est un vecteur important du développement, mais derrière, qu'est-ce qui est fait? Mais je pense que c'est aussi là qu'il faut travailler. Vous voulez réagir? Sur cet élément-là, il y a une différence, je dirais, presque culturelle entre les pays anglophones et les pays francophones hein, en matière d'entreprise et de business. Ce n'est pas un hasard si les pays francophones commencent seulement à explorer ce terrain-là, parce que la notion d'entreprise dans les pays francophones, c'est une lourdeur, c'est d'une lourdeur telle. Il n'y a pas l'élément de dynamisme, de volatilité économique qui permet des cavalcades économiques pour grandir ou disparaître et passer à une autre entreprise. Maintenant, on ne peut pas rester sur le passé. Le fossé va se restreindre, il va se réduire petit à petit. Moi, j'ai été frappé par un élément que je trouve extrêmement positif dans ce reportage, c'est que les startups ne sont pas seulement dans l'Internet et dans le service, etc. Et grâce à l'Internet, il y a des startups qui se créent comme entreprises commerciales, etc. Et je pense que on a avec ce reportage-là, je crois, les deux faces qui doivent aller de pair à mes yeux, à la fois le service, mais qui permet également la construction d'une autre économie à côté qui permet que le service puisse exister, me semble-t-il. Douglas Biondou, comment vous définiriez ce statut start-up? Alors aujourd'hui, start-up, c'est une entreprise à fort potentiel, hein, qui est susceptible de lever des fonds, comme Njorku. Je crois qu'ils ont, avec les statistiques, je crois que c'est 15 000, près de 20 000 visiteurs par jour, hein, le moteur de recherche Njorku au Cameroun, 15 000 visiteurs par jour. Donc il y a des éléments qui permettent aux investisseurs maintenant de dire qu'effectivement on va mettre du point sur on va mettre un petit peu de l'argent sur la table. Mais pour en revenir à votre question, qui est, je pense à mon avis que une entreprise type start-up, en démarrage, elle développe un modèle économique ou un modèle au niveau d'un produit, un modèle au niveau d'une technologie. Et c'est ça une start-up. C'est une entreprise qui démarre, qui est susceptible d'avoir un très très fort potentiel. D'ailleurs, les entreprises start-up ont un taux d'échec le plus fort
que les entreprises traditionnelles et qui va effectivement entrer dans une économie traditionnelle progressivement. Exemple Google. Google aujourd'hui, internationalement connu, avec une ambition galactique, mais Google c'était une start-up. Google c'était un modèle, un écran, une zone, et puis un nouveau modèle pour développer du business. On s'est posé beaucoup de questions. Et puis après, là-dessus, il y a eu la possibilité de mettre la publicité, du contenu, etc. Voilà, c'est ça une start-up. On démarre avec un positionnement, et puis potentiellement, on va rentrer dans l'économie formelle, on va générer des emplois, et on va proposer quelque chose de différent pour le monde entier. Merci, messieurs, dames. Nous devons poursuivre avec le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. Scrutin présidentiel sous un climat tendu en Algérie. Malgré le déploiement de plus de 260 000 forces de l'ordre, des heurts ont éclaté ce jeudi à Bouira entre manifestants et policiers. De son côté, le président et candidat Abdelaziz Bouteflika s'est rendu en fauteuil roulant dans un centre d'Alger pour accomplir son devoir de citoyen. Et puis, fin des opérations du retrait des soldats tchadiens déployés à Bangui. Les 850 militaires ont été accueillis par le président Idriss Déby Itno ce mercredi à Sarre, une localité située à 200 km de la Centrafrique. Le retour au Tchad du contingent a été décidé le 2 avril dernier par le chef de l'État. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. À tout de suite.